Si vous étiez piégé sur une tour radio de 600 mètres de haut en plein désert et que personne ne savait où vous êtes, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la tour de la mort dans Fall. Cette femme va vivre un enfer. Becky et Dan sont en train d'escalader cette énorme falaise, mais alors qu'il est sur le point de s'ancrer, un oiseau s'envole des rochers et le fait sursauter. L'homme perd sa prise et les autres le regardent tomber en état de choc, mais sa corde de sécurité le rattrape à la dernière seconde. Il a de la chance d'être en vie, mais l'ancre commence à se détacher et ne tiendra plus très longtemps. L'homme supplie sa femme de le détacher, afin qu'il ait assez de câbles pour se balancer vers l'avant, et elle suit rapidement ses instructions en espérant que cela lui sauvera la vie. Mais il est trop tard. L'ancre se détache de la falaise et son mari tombe directement vers la mort. C'est horrible, mais Becky ne se doute pas qu'elle va passer 62 heures piégée sur une tour à essayer de survivre. Un an plus tard, la femme est toujours traumatisée par la mort de son mari et noie son chagrin dans l'alcool. Mais c'est alors que son téléphone sonne soudainement. C'est sa meilleure amie Hunter et la femme se dirige vers la porte d'entrée pour la laisser entrer. Elles s'enlacent l'une l'autre. Elle révèle que le père de Becky lui a dit qu'elle avait besoin de compagnie et Hunter est venu l'aider à avancer dans sa vie. Montrant cette photo d'une tour de radio, elle invite la femme à y monter avec elle, mais Becky refuse l'invitation. Le traumatisme de la mort de son mari est encore frais dans sa mémoire et elle ne supporte pas l'idée de continuer à grimper. Le lendemain matin, elle a changé d'avis et dit à son amie qu'elle est prête à relever le défi. Une aventure comme celle-ci pourrait l'aider à avancer dans sa vie, mais ces deux femmes vont regretter de ne pas être restées à la maison. En montant dans son pick-up, Hunter commence à enregistrer une vidéo qu'elle compte publier sur sa chaîne YouTube, expliquant à ses téléspectateurs ce qu'elles sont sur le point de faire. Puis, elles se rendent à la tour radio. Mais il y a un problème. Le portail a été verrouillé et les filles n'ont d'autre choix que d'abandonner la voiture et de faire le reste du chemin à pied. En marchant vers la tour, Hunter rassure son amie en lui disant qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin pour l'ascension. Sauf la nourriture. Elle ne prévoit de rester là-bas que pour la matinée et pense qu'elles pourront déjeuner après. Mais c'est alors que son amie voit quelque chose d'horrible. C'est un couple de vautours qui mange un animal mourant. Les femmes chassent les oiseaux mais réalisent qu'il est trop tard pour sauver la créature. C'est une façon brutale de mourir. Et Hunter prend une photo pour la poster sur Instagram sans réaliser que bientôt, elles vont mourir de faim pendant les 3 prochains jours. Ok, ses amies n'ont pas du tout préparé leur ascension. Et même si Hunter ici présente a planifié le voyage depuis des semaines, elles ont déjà fait une énorme erreur. Si vous étiez sur le point d'escalader une tour radio de 600 mètres au milieu du désert, il faudrait être complètement idiot pour ne pas repérer la zone avant. Le fait qu'elle soit sur le point d'essayer sans prendre en compte les risques est une idée horrible. Et si les filles étaient venues juste un jour plus tôt, elles auraient pu résoudre ce problème. Si ma vie était en jeu, j'aurais insisté pour évaluer la stabilité structurelle de la tour, la couverture du réseau mobile de la zone et même les prévisions météorologiques. Ces informations les auraient aidées à déterminer de quels autres leviers elles auraient pu avoir besoin, parce que, comme on peut le voir ici, une simple barrière a déjà ajouté une randonnée supplémentaire de 3 km qu'elles n'avaient pas prévue. Puisque les gens ont besoin d'environ un demi-litre par heure de randonnée, elles seront probablement à court 1 heure plus tôt que prévu. Et lorsque vous êtes à 600 mètres au-dessus du sol en plein désert, ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Il faut également tenir compte du fait que les grimpeurs experts recommandent 8 semaines d'entraînement pour développer la force et l'endurance nécessaires avant une ascension intense. Ça inclut des exercices de force de préhension et de force des doigts qui ne peuvent pas être facilement entraînés par des activités quotidiennes normales. Au lieu de ça, Becky veut se lancer directement dans l'escalade après une année complète de beuverie. Le seul exercice qu'elle fait est de rentrer à pied du bar à 3h du matin, ce qui signifie que les filles ne sont absolument pas préparées à cette situation. Pour aggraver les choses, Hunter n'a dit absolument à personne qu'elle prévoyait d'escalader la tour. Ça signifie qu'une voiture en panne et une perte de signal téléphonique les laisseront en rade. Et c'est la même erreur qu'a faite Aaron Ralston lorsqu'il est resté coincé dans un canyon pendant 127 heures. Quiconque a vu ce film ne laisserait jamais la même chose lui arriver. Mais au lieu de ça, ces filles se sont aventurées sans crème solaire, sans nourriture et sans plan de secours. Si c'était moi et que nous nous attendions déjà à risquer nos vies, je dirais à ma famille et à mes amis que si je ne donne pas de nouvelles toutes les 6 heures, ils doivent appeler le 911. Ne pas prendre ces simples précautions est une recette pour le désastre et bientôt, ces filles regretteront d'avoir franchi la grille d'entrée. Arrivée à la tour, Becky se rend compte de sa hauteur et commence à avoir des doutes. Elle dit à son amie qu'elle ne peut pas se résoudre à y monter, mais celle-ci l'encourage à affronter ses peurs. Elles attachent leur harnais ensemble et marchent jusqu'à la tour en admirant la hauteur, sans se douter que tout ça va mal tourner. Hunter prend la tête et monte la première tandis que son amie la suit. Mais aucune d'entre elles ne remarque à quel point la structure est fragile, jusqu'à ce que Becky atteigne un échelon et que le barreau se brise. Il devient évident que cette tour n'est pas aussi solide qu'elle le pensait, mais aucune d'entre elles ne va abandonner. Elle continue à grimper et lorsque Becky regarde le sol en dessous, elle est soudain terrifiée. La chute sera longue si elle devait tomber, et la femme se ressaisit en se poussant à grimper plus haut sur l'échelle. Mais elle perd déjà beaucoup de sa confiance. Paniquée, elle supplie son amie de redescendre. Mais Hunter refuse en insistant sur le fait que tout ira bien. Elle se faufile entre l'antenne parabolique et l'échelle suivante, tandis que Becky décide nerveusement de suivre son exemple.
Voyant à quel point elle est effrayée, Hunter commence à secouer l'échelle pour embêter son amie et continue à grimper. Mais elle ne réalise pas qu'elle vient de faire sauter un boulon et que c'est sa plus grosse erreur. La femme lui tend la main et la tire vers le haut. Ensemble, elles admirent la vue et célèbrent leur exploit avec des photos prises par leur drone. Après s'être amusée, Hunter dit à son ami qu'il est enfin temps de passer à autre chose et Becky est d'accord. Elle ouvre la boîte contenant les cendres de son mari et les disperse dans le vent. C'est un moment magnifique et les femmes remettent leur harnais en place en s'assurant qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin pour leur descente. Becky descend la première, mais c'est là que tout va mal. L'échelle commence à se détacher de la tour et le métal rouillé se plie en arrière en voyant la femme voler. Hunter, tiré par la corde, parvient à se rattraper et à sauver la vie de son amie, tandis que l'échelle s'effondre sur le sol. Elles n'ont aucun autre moyen de redescendre, et un seul faux mouvement pourrait les faire tomber toutes les deux vers la mort. Ok, ces filles sont complètement dépassées par les événements. Tout d'abord, il est évident que cette tour est extrêmement rouillée et que les barreaux de l'échelle tombent littéralement en morceaux. C'est déjà une raison suffisante pour arrêter de grimper, mais il y a un problème encore plus grand. Pour l'instant, elles sont attachées l'une à l'autre par une corde de 15 mètres. Et bien que ça puisse sembler être une bonne idée, c'est en fait une énorme erreur. Si l'une d'entre elles perd sa prise, il n'y a rien pour arrêter sa chute, à part l'autre fille à laquelle elle est attachée. Et ça les tuera toutes les deux. Escalader cette chose est une condamnation à mort. Mais si elles décident quand même de le faire, elles auraient dû au moins suivre leur instinct d'escalade pour avoir les meilleures chances de survie. Même un grimpeur débutant saurait qu'il est nécessaire d'avoir plusieurs points d'ancrage pour escalader quelque chose d'aussi haut. C'est pourquoi, au lieu d'être attachées l'une à l'autre, nous devrions chacune avoir notre propre corde avec des mousquetons et garder au moins 2 points d'ancrage à tout moment pendant l'escalade. Honnêtement, si c'était moi, je n'escaladerais pas cette chose pour $1 million. Mais si je n'avais pas le choix, l'approche la plus intelligente serait de m'accrocher à la fois à l'échelle et à la barre la plus proche sur le côté de la tour. Comme l'échelle et le pylône sont soutenus par différentes parties de la structure, nous pouvons remettre nos attaches en place et continuer à grimper en sachant qu'une chute ne sera pas synonyme de mort instantanée. Il est important de souligner que cette stratégie ne fonctionnerait pas sur la deuxième partie de la tour, parce qu'il n'y a pas d'autre poutre pour vous retenir. Mais au moins, accrocher 2 mousquetons à l'échelle est bien mieux que rien. Ces filles n'ont pas pris la peine de réfléchir un tant soit peu avant de monter. Et maintenant, l'une d'entre elles est suspendue à 600 mètres au-dessus du sol. Cela dit, même si cette corde vient de lui sauver la vie, il est possible que Hunter perde l'équilibre. Et vu l'étroitesse de la plateforme, la marge d'erreur est extrêmement réduite. Tant que ce mousqueton est attaché à son corps, elle court le risque d'être entraînée vers la mort. C'est pourquoi si c'était moi, la première chose que je ferais serait de tirer sur la corde en essayant de créer suffisamment de mou pour pouvoir décrocher le mousqueton et l'attacher à la structure ici. Ça augmenterait considérablement nos chances de survie parce que ça me libérerait de la corde et je pourrais ainsi essayer d'aider mon ami à se mettre en sécurité sans risquer nos 2 vies. Réfléchissant rapidement, Hunter enroule la corde autour de l'antenne pour avoir une meilleure prise et utilise toute sa force pour tirer son ami vers le haut jusqu'à ce que Becky puisse enfin s'accrocher à l'échelle. Épuisée, elle rejoint son amie sur la plateforme et est soulagée d'être en vie. Mais lorsque les 2 femmes regardent au-dessus du bord, elle réalise que l'échelle a disparu. Il est impossible de redescendre maintenant. Et lorsqu'elle prend son téléphone pour appeler à l'aide, la femme voit qu'elle n'a pas de signal. Elles sont trop haut. Mais Becky remarque soudain quelque chose qui pourrait leur sauver la vie. C'est une boîte à compartiment spéciale et à l'intérieur se trouve une paire de jumelles ainsi qu'un pistolet de détresse. Elles peuvent au moins chercher de l'aide et faire signe à quelqu'un de les secourir. Mais il y a un autre problème. Le sac à dos avec toutes leurs provisions est coincé sur la parabole satellite en dessous, et il est trop risqué d'aller le chercher. Becky commence à paniquer en sachant qu'elles vont mourir de soif, mais son amie insiste sur le fait que le bruit de l'échelle qui s'est écrasée a dû être assez fort pour que quelqu'un l'entende. Elle parvient à la calmer, mais c'est alors que Hunter remarque une profonde blessure sur la jambe de son amie. Agissant rapidement, elle enlève sa chemise et l'utilise comme bandage, l'enveloppant fermement pour arrêter le saignement. Elles prennent un moment pour reprendre leur souffle et se détendre, sachant qu'elles ne seront piégées ici que jusqu'à ce que quelqu'un vienne les sauver. C'est la seule chose qui leur donne de l'espoir, mais elles sont à 600 mètres au-dessus du sol, entourées par le désert, et personne ne sait qu'elles sont là. Plus tard, Hunter parcourt les environs avec les jumelles et c'est là qu'elle repère un vieux camping-car. Il se trouve à proximité de la tour, mais Becky pense qu'il a été abandonné, et pour ne rien arranger, des heures se sont écoulées sans aucun signe d'arrivée des secours. Hunter s'ennuie, et elle regarde son fil Instagram quand elle se souvient soudain que sa photo de l'animal mort a obtenu des likes et des followers. Pleine d'espoir, elle rappelle à son amie qu'il pourrait y avoir un signal téléphonique plus bas, ce qui lui donne une idée. Elle va télécharger un message demandant de l'aide sur Instagram avant d'attacher son téléphone à la corde et de descendre l'appareil jusqu'à ce qu'il capte à nouveau du réseau. De cette façon, tous ses followers verront le message et quelqu'un appellera la police. Sans meilleure idée, elles attachent le téléphone à leur corde d'escalade et le font descendre plus bas, mais ils ne semblent pas capter le signal.
Ok, c'était bien pensé. Se concentrer sur l'obtention de l'aide par le biais du téléphone est une bonne idée, mais les filles doivent être beaucoup plus proactives ici. Avec 2 téléphones, elles n'ont que quelques chances de tenter cette expérience. Donc si nous risquons de les faire tomber en bas, nous ne devrions pas compter uniquement sur Instagram pour appeler à l'aide. L'approche la plus intelligente est d'avoir des messages SOS mis en file d'attente sur autant d'applications que possible pour que quelqu'un les voie et vienne nous sauver. Hunter a ici 60 000 followers. Il est donc fort probable qu'elle soit également présente sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. Si c'était moi, j'ouvrirais Facebook, Twitter et toute autre application disposant d'un mode hors ligne. Et j'écrirais des messages de détresse à tous mes contacts, j'enverrais des SMS aux services d'urgence locaux, ainsi qu'à mes amis et à ma famille. Ce n'est que lorsque nous aurons essayé d'alerter le plus grand nombre de personnes possible que nous devrons suspendre le téléphone au-dessus du bord pour essayer de capter un signal. Une autre chose que je ferais est d'attacher ensemble tous nos lacets de chaussures pour ajouter de la longueur à la corde, car plus nous pouvons laisser tomber le téléphone bas, plus nous avons de chances d'obtenir un signal. Chaque lacet de chaussure leur donnera presque 1 mètre de longueur utilisable. Et comme nous n'avons qu'une corde de 15 mètres, ça peut faire une grande différence. Il est fort possible que nous soyons trop hauts pour que ce plan fonctionne, ce qui signifie que nous devons réfléchir à des moyens d'attirer l'attention à tout moment de la journée. L'une des meilleures façons d'y parvenir est d'utiliser une surface réfléchissante comme l'écran de leur téléphone ou les lentilles de leurs jumelles et de faire réfléchir la lumière du soleil vers les bâtiments ou les véhicules de la zone. Si elles parviennent à en trouver un suffisamment proche, elles peuvent utiliser leurs mains pour bloquer la lumière et créer ainsi un motif répété de 3 éclats lumineux courts et 3 éclats longs, encore et encore. Ce schéma qui correspond au SOS en morse est reconnu comme le signal international de détresse par tous ceux qui le connaissent. Et puis une fois la nuit tombée, elles pourront utiliser la fonction lampe de poche de leur téléphone pour envoyer des signaux similaires. Maintenant, si aucune de ces méthodes ne fonctionne, il y a peut-être une dernière chose que nous pouvons essayer, mais ça demande beaucoup plus de risques. Plus tôt au restaurant, les filles ont repéré la lumière rouge clignotante et elles ont réalisé qu'il s'agissait du sommet de la tour qu'elles étaient sur le point d'escalader. Ça signifie que la nuit, cette lumière clignotante peut être vue à des kilomètres dans toutes les directions et en dernier recours, nous pouvons utiliser ça à notre avantage. La raison de sa présence est d'empêcher les avions volant à basse altitude de heurter le pylône. Et si nous pouvons grimper au poteau pour casser l'ampoule, ça pourrait alerter quelqu'un que la lumière soit éteinte. Comme il s'agit d'un dispositif de sécurité important, il est possible que quelqu'un soit envoyé pour remplacer l'ampoule dès que possible. Et ça nous donnerait une chance de trouver de l'aide. Hunter décide de descendre et de se suspendre au bas de l'échelle en utilisant toute la longueur de son bras pour faire descendre le téléphone aussi bas que possible. Mais la femme perd son emprise. C'est incroyablement dangereux et elle est obligée de remonter. Elle récupère son téléphone pour vérifier si le plan a fonctionné, mais rien n'a été envoyé. Elles sont déçues que le plan ait échoué, mais c'est alors que Becky fait remarquer qu'elle pourrait capter un signal au sol et elle suggère de le lâcher, en espérant que leur message sera transmis. Elle cherche quelque chose pour protéger le téléphone et Hunter propose une de ses chaussures pour s'assurer qu'il ne se cassera pas à l'impact. Elle place le téléphone à l'intérieur et remplissent la chaussure de vêtements supplémentaires avant de le laisser tomber par-dessus le bord. Et les filles la regardent atterrir sur le sol en contrebas. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est attendre patiemment de l'aide. Mais c'est alors que la femme prend les jumelles et aperçoit un homme au loin. Excitées, elles crient aussi fort qu'elles le peuvent pour attirer son attention, mais elles sont trop haut pour que l'homme les entende. Le voyant s'éloigner, elles se mettent à jeter désespérément leurs chaussures par terre, en espérant qu'il les remarque. Heureusement, l'homme s'occupe de son chien et trouve une des chaussures des filles, mais au lieu de lever les yeux, il n'y pense pas et décide de s'en aller. Becky réalise que c'est peut-être leur dernière chance de survivre, et elle sort le pistolet de détresse. Mais son ami l'empêche de tirer. L'étranger est déjà en train de partir et il ne verra pas la fusée. Mais c'est alors qu'elle aperçoit soudain un autre homme près du camping-car. La femme suggère qu'elles essaient d'appeler à l'aide plus tard à la tombée de la nuit, mais elle prévient son amie qu'elles n'ont qu'une seule chance de réussir. Ce soir-là, Becky passe le temps en regardant son ancienne vidéo de mariage lorsqu'elle remarque que son amie se comportait étrangement lors de la cérémonie. Elle ne sait pas quoi en penser, mais elle est soudain interrompue quand Hunter lui annonce que les 2 hommes sont sur le point de partir. La femme sort rapidement son arme et tire, envoyant la fusée de détresse dans le ciel. Elle allume la lumière de son téléphone et Hunter commence à l'agiter au-dessus de sa tête, ce qui attire l'attention des hommes. Il réalise que les filles sont piégées à 600 mètres du sol. Il se dirige rapidement vers la tour et les femmes sont soulagées d'obtenir enfin de l'aide. Mais lorsque les étrangers s'approchent de la voiture de Hunter, Becky réalise que quelque chose ne va pas. Au lieu d'ouvrir la barrière pour les secourir, les hommes volent leur véhicule et les filles les regardent partir sans rien pouvoir faire pour les arrêter. Ok, ces filles sont plus chanceuses que vous ne le pensez. Elles parviennent à attirer l'attention de quelqu'un en bas, et quand vous êtes au milieu du désert, c'est un vrai miracle. Tirer une fusée éclairante était certainement la bonne décision à prendre, parce que c'est facilement le moyen le plus efficace d'attirer l'attention de quelqu'un, et nous ne pouvons pas gaspiller cette opportunité. Le problème, c'est qu'il s'agit de criminels sans cœur, et si c'est pas un signe que Dieu vous déteste, alors je sais pas ce que c'est. Maintenant, plus ces filles essaient d'appeler à l'aide, plus elles utilisent leurs précieuses ressources, y compris leur énergie. Jusqu'à présent, elles ont saisi toutes les occasions de crier à tue-tête pour essayer d'attirer l'attention de quelqu'un, et c'est une énorme erreur.
Non seulement elles vont s'épuiser, mais elles ne réalisent pas non plus que personne ne peut les entendre. À cette altitude, il faudrait littéralement utiliser une corne de brume pour que le plan fonctionne, alors crier ne vaut vraiment pas la peine. Il convient également de souligner qu'il est très peu probable que nous puissions dormir pendant la nuit. Cette plateforme fait à peu près 1 mètre carré d'espace et vous vous réveillerez constamment terrifié à l'idée de tomber vers votre mort. À partir de là, nous devons être beaucoup plus stratégiques dans l'utilisation de nos ressources restantes et c'est pourquoi si c'était moi, j'essaierais d'utiliser mon ami comme appât. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que des vautours nous survolent et s'ils tournent autour de la tour, ça signifie qu'ils attendent déjà que nous soyons mortes. C'est une bonne nouvelle parce que s'ils ont les yeux sur nous, nous pourrions en attirer un et l'utiliser à notre avantage. Tout d'abord, je m'attacherai au poteau. Je me coucherai pendant la journée pour conserver mon énergie et je découvrirai les blessures de Becky pour que le vautour puisse les voir. Ces créatures ont une si bonne vue qu'elles peuvent repérer une carcasse d'1 mètre de long à plus de 5 km de distance. Il n'y a donc aucun doute que cet oiseau sera capable de voir sa blessure. Ils sont aussi connus pour se nourrir de proies vivantes, donc si le vautour descend pour festoyer, on pourra peut-être l'attraper. Ensuite, nous pourrions essayer d'attacher notre dernier téléphone à son dos ou à sa jambe et le libérer de sorte que lorsqu'il touchera le sol, nos messages de détresse seront envoyés et les secours arriveront enfin. Maintenant, il est juste de dire que c'est une tactique totalement désespérée et qu'elle serait difficile à réaliser. Mais si vous deviez choisir entre essayer d'attraper un vautour et descendre de cette tour sans rien à quoi vous raccrocher, je pense que ça vaudrait le coup d'essayer. Plus tard dans la nuit, les grimpeuses se reposent quand l'une d'entre elles est sur le point de tomber de la plateforme. Mais Becky se réveille in extremis et rattrape son amie à la dernière seconde. Hunter la remercie pour son aide, mais elle remarque que la blessure de Becky s'aggrave. Elle a besoin de soins médicaux le plus rapidement possible. Mais la femme aperçoit soudain un tatouage sur le pied de son amie qui indique 1, 4, 3. Ce numéro était important pour son mari et elle réalise qu'il avait une liaison avec sa meilleure amie. Elle exige de savoir si ses soupçons sont fondés et la femme avoue qu'ils ont eu une aventure mais qu'elle y a mis fin. Cette découverte déchirante creuse un fossé entre elles et bientôt, l'une d'entre elles va mourir. Le lendemain matin, les 2 survivantes sont assises en silence et Becky décide d'enlever son alliance et de l'accrocher à son collier. C'est alors que l'alarme de son téléphone sonne et que la fille annonce qu'elles sont coincées ici depuis 24 heures. Elles doivent penser à quelque chose rapidement, sinon elles vont mourir. Et Hunter suggère qu'elles jettent l'autre téléphone au sol. Mais ça n'a pas marché la première fois. L'appareil va probablement se casser à l'impact, mais il y a encore quelque chose qu'elles n'ont pas encore essayé. C'est alors que la femme réalise qu'il serait possible de récupérer son sac avec le drone à l'intérieur et qu'elle pourrait ainsi l'utiliser pour chercher de l'aide. Sans meilleure idée, Hunter commence à descendre la tour et arrive au bout de sa corde. Le sac est toujours hors de portée et c'est alors qu'elle décide de déclipser le harnais et de s'accrocher à la corde pour couvrir une plus grande distance, au péril de sa vie. Elle se balance vers le sac et réussit à atterrir sur le satellite sous le regard de son amie. Mais l'échelle est complètement tombée de la tour et elle ne peut pas descendre plus bas. En mettant le sac à dos, Hunter se rend compte qu'elle ne peut plus atteindre la corde et elle est obligée de reculer. Mais elle sort sa perche à selfie et trouve un plan astucieux. Elle dit à son amie qu'elle va accrocher le sac à l'attache de la corde avant de sauter dessus pour que Becky puisse la remonter. C'est un plan complètement fou. Mais sans meilleure idée, Hunter attache le sac à dos et décide de prendre le plus grand risque de sa vie. Elle prend un semblant d'élan et fait un bond en avant. Elle s'accroche de toutes ses forces au sac, demandant à son amie de tirer la corde pendant qu'elle essaie de remonter. Travaillant ensemble, Becky tire la corde et la jeune femme tend le bras pour s'agripper à l'échelon le plus proche. Mais soudain, son pied glisse et elle perd sa prise. Elle est envoyée en chute libre dans le vide, et Becky est horrifiée à l'idée que son amie puisse être morte. Ok, c'est terrifiant. Hunter vient de lâcher la corde et ça signifie que Becky pourrait être complètement seule. C'est tragique, mais il y a peut-être un côté positif à tout ça. Jusqu'à présent, elles ont essayé par tous les moyens d'attirer l'attention, mais jeter ses chaussures ne suffira pas à faire le travail. C'est trop facile à ignorer, mais un cadavre ferait une énorme différence. Quiconque venant faire un trekking dans cette direction remarquera son cadavre et appellera immédiatement les autorités. Aussi triste que cette situation puisse être, elle améliore nos chances de survie. Cela dit, cette fille est bien plus courageuse que je ne l'aurais été. Elle a risqué sa vie pour récupérer le sac à dos qu'elles ont laissé tomber, et ce qui est étonnant, c'est qu'elle a réussi à l'atteindre. Mais personne n'a pensé à la façon de remonter. C'est exactement la raison pour laquelle Hunter n'aurait pas dû se déclipser de la corde. Et je ne risquerais pas ma vie comme ça, si nous n'avons pas prévu de stratégie pour revenir au sol. Maintenant, ce sac à dos est certainement utile parce qu'elles ont toujours un drone à l'intérieur qu'elles pourraient utiliser pour obtenir de l'aide. Et c'est pourquoi, si c'était moi, je chercherais n'importe quel moyen de fabriquer un crochet pour pouvoir attraper le sac sans jamais lâcher la corde. Ça pourrait être difficile avec les ressources qu'il leur reste, mais si les filles avaient été plus intelligentes et avaient gardé au moins une paire de chaussures, ce serait clairement le meilleur outil pour ce travail. Tout d'abord, j'enlèverai les lacets et j'en utiliserai un pour attacher les parties basses ensemble à travers les œillets. Ensuite, le deuxième lacet peut être utilisé pour balancer notre nouveau crochet et essayer de l'attraper par la bretelle du sac à dos. C'est peut-être un peu long à réussir, mais si elles avaient fait ça, Hunter ne serait pas resté coincé sur l'antenne parabolique. La fille a pensé à utiliser la perche à selfie pour attacher le sac à dos et sauter pour attraper la corde. Mais personne n'a réalisé que Becky aurait pu déplacer cette putain de corde vers la gauche. De cette façon, elle se serait alignée juste au-dessus de son amie et elle n'aurait pas eu besoin de prendre le risque de sauter à nouveau.
Il est aussi possible qu'elles aient pu mettre la corde à la portée de Hunter. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que la corde est enroulée autour du poteau avec plusieurs nœuds et elle s'étend sur au moins 50 cm pour passer par-dessus la plateforme. Si c'était moi, j'aurais décroché la corde et je l'aurais attachée à la barre située le plus au bord. Cette simple modification aurait pu ajouter jusqu'à 1,50 m de longueur à la corde, et il est fort probable que ça aurait suffi à Hunter pour l'atteindre. En jetant un coup d'œil par-dessus la plateforme, elle est surprise de voir son amie s'accrocher désespérément au sac, mais ses mains sont tellement blessées par la chute qu'elle ne peut pas remonter. La vie de la jeune fille étant en jeu, Becky utilise toutes ses forces et tire sur la corde jusqu'à ce que son amie parvienne enfin à regagner la plateforme. Soulagée, elle boit rapidement une gorgée de sa bouteille d'eau, sa première boisson depuis plus d'1 jour. Mais Hunter lui rappelle qu'elles doivent envoyer le drone pour chercher de l'aide avant la nuit. Becky sort un reçu et utilise l'eyeliner de son amie pour écrire un message expliquant où elles sont, et elle l'attache au drone. Hunter indique une route qui mène à un motel voisin, et en activant le pilote automatique, elle le regarde s'envoler. Mais il y a un problème. La batterie commence à se vider et elles doivent le récupérer immédiatement, sinon il va s'écraser. Nerveuse, Becky lui ordonne de revenir et le drone vole vers le haut à nouveau. Elle parvient à l'attraper juste avant que la batterie ne soit épuisée. Il s'en est fallu de peu, mais elles n'ont pas de batterie de rechange, et la situation semble de plus en plus désespérée. Cette nuit-là, Becky se réveille en constatant que son amie a disparu, et elle commence à paniquer. Alors qu'elle regarde autour d'elle pour comprendre ce qui s'est passé, un vautour l'attaque soudainement en venant des airs, et c'est alors qu'elle voit son amie gisant morte sur la plateforme. C'est terrifiant, mais elle est tirée de son cauchemar en entendant Hunter la calmer, et elle est soulagée de voir qu'elle est vivante. Reprenant ses esprits, la jeune fille remarque qu'elles sont éclairées par une lueur rouge clignotante, et c'est alors qu'elle réalise qu'elles peuvent recharger le drone en utilisant la lumière au-dessus d'elle. Le lendemain matin, Becky enfile le sac et commence à grimper sur le mât, espérant que ça lui sauvera la vie. En utilisant toutes ses forces, elle parvient à atteindre le sommet et dévisse le couvercle pour retirer l'ampoule avant d'insérer les fiches du chargeur du drone sur les connecteurs. Mais ça ne fonctionne pas. Les fiches ne sont pas assez longues pour les atteindre, et Hunter dit à la jeune femme qu'elle doit mettre quelque chose de métallique à l'intérieur, pour que le courant puisse être conduit. Réfléchissant rapidement, elle enlève son alliance en or et l'insère avant de remettre les fiches dans la borne. Soudain, le drone commence à se charger, mais ça va prendre du temps, et Becky n'a pas d'autre choix que de s'accrocher au-dessus jusqu'à ce que ce soit terminé. Ok, c'était bien pensé. La jeune femme s'est rendue compte qu'il suffisait de coller les fiches au connecteur pour charger le drone. C'est incroyablement ingénieux, et techniquement, tant que la tension est correcte, ça pourrait fonctionner. Mais il y a un énorme problème. Ce drone s'appelle Skydio 2. Et il faut environ 2 heures pour charger ses batteries. Mais Becky ne pourra peut-être pas tenir aussi longtemps. Pour l'instant, la jeune fille est bloquée ici depuis 2 jours entiers sans rien à manger et avec une blessure ouverte qui n'a pas été soignée. Elle n'a pratiquement pas dormi. Et le stress de la situation va mettre ses nerfs à vif au point qu'il pourrait lâcher. La fille n'est peut-être pas en état d'être suspendue à un poteau pendant 2 heures. Mais il y a peut-être une meilleure façon de procéder. Si c'était moi, j'aurais essayé d'enlever mon haut et de le poser délicatement sur le chargeur, en enroulant le reste autour du poteau. Vous pouvez voir ici qu'il y a même un crochet que nous pourrions utiliser pour fixer le haut. Et ça nous aiderait à nous assurer que le chargeur ne se décroche pas. Ensuite, je prendrai le sac à dos et j'attacherai les sangles d'épaule et de compression au poteau, en m'assurant qu'il est fixé aussi solidement que possible. Une fois que je suis convaincue que le sac ne va pas tomber, je redescends et je me repose en attendant que le drone finisse de se charger. Cela dit, il faut quand même considérer que ce plan pourrait ne pas fonctionner. Ça fait déjà 48 heures, et plus nous nous affaiblissons, moins nous avons de chances de survivre assez longtemps pour que quelqu'un vienne nous secourir. C'est pourquoi à ce stade, si quelque chose arrive au drone, je mettrai toute l'énergie qu'il me reste à trouver un moyen de redescendre. Maintenant, même si l'échelle est tombée, elle ne concerne qu'une partie de la tour, soit environ 60 mètres. Vous pouvez voir que cette section en dessous a toujours son échelle intacte, donc tout ce que nous avons à faire est de trouver comment arriver jusque-là. Deuxièmement, une seule d'entre nous doit réellement descendre. Du coup, la grimpeuse a plus de ressources à utiliser pour sa descente, et si elle arrive en bas, elle peut rapidement appeler à l'aide. Tout bien considéré, il n'y a peut-être qu'une seule façon de redescendre de ce mât et de survivre pour raconter l'histoire. Si c'était moi et que nous n'avions plus d'autre option, je prendrais les 2 harnais et j'en mettrais un autour de ma poitrine. Ensuite, j'enroulerais la corde autour du poteau au niveau de mes épaules et de ma taille, et je la connecterais au mousqueton de chaque harnais. De cette façon, je pourrais pousser vers l'extérieur en serrant la corde comme un nœud qui m'empêcherait de tomber. C'est en fait très similaire à la façon dont certaines personnes escaladent les mâts de drapeau, et le fait d'avoir plusieurs points de contact à différentes hauteurs nous permettra d'être beaucoup plus stables. Nous devrions maintenant avoir tout ce dont nous avons besoin pour descendre lentement le long de la tour. Et bien que ce soit certainement la dernière chose à faire, si nous attendons trop longtemps, nous ne serons plus assez fortes pour faire autre chose que mourir ici. Quelques heures plus tard, la jeune femme est épuisée et lutte pour se maintenir sur le poteau. Mais tout à coup, un vautour fond sur elle et l'attaque. L'animal peut sentir la chair pourrie de sa blessure à la jambe, et il a trouvé un repas facile. Épuisée, elle laisse tomber le sac à dos qui s'envole, mais étrangement, Hunter n'essaie pas de l'attraper. Heureusement, le drone a fini de se charger et elle descend le long du poteau soulagée que leur plan ait fonctionné.
Confuse, elle demande pourquoi son amie n'a pas attrapé le sac, mais vomit par-dessus bord avant d'obtenir une réponse. Becky est en mauvaise posture et lui fait comprendre qu'elles doivent faire voler le drone pendant l'heure de check-out du motel le plus proche. De cette façon, elles auront la meilleure chance d'être vues par quelqu'un, mais ce plan va tomber à l'eau. Plus tard, Becky utilise les jumelles pour trouver le motel et active le drone l'envoyant délivrer leur message. Elle le fait voler vers le bâtiment et elles peuvent toutes deux voir qu'il a presque atteint sa destination. Mais le drone est soudainement heurté par un camion, qu'il réduit en pièces. Choquée, Becky voit le conducteur sortir, mais au lieu de chercher à comprendre ce qui s'est passé, il retourne dans son véhicule et repart. Leur dernier espoir vient d'être détruit, et les femmes réalisent qu'elles vont mourir ici. Plus tard, les grimpeuses sont presque prêtes à abandonner. Elles n'ont pas mangé depuis plus de 2 jours, et Becky suggère qu'elles essaient d'envoyer un autre message en laissant tomber son téléphone dans la chaussure de son amie. Mais c'est alors que Hunter lui lâche une énorme bombe de vérité. La femme insiste sur le fait qu'elle ne peut pas l'aider, et rappelle à Becky qu'elle est déjà morte. Soudain, la jeune femme se souvient que plus tôt, alors qu'elle essayait de la remonter, Hunter est tombé et atterri sur le satellite, mourant de l'impact. C'était si traumatisant qu'elle l'a bloqué de sa mémoire, et la femme réalise qu'elle est toute seule, sans personne pour l'aider. Le lendemain matin, un vautour errant s'envole vers la tour et commence à ronger la blessure de Becky. Mais c'est sa plus grosse erreur. Becky est toujours en vie et elle s'empare de l'animal avant de le tuer brutalement. La jeune femme est déterminée à survivre. Elle mange l'oiseau cru tandis qu'elle élabore un nouveau plan. Et avec les dernières forces dont elle dispose, Becky descend en rappel jusqu'au cadavre de son ami. La corde n'étant pas assez longue, elle se décroche et se laisse tomber pour atterrir sur la parabole satellite. La jeune femme envoie rapidement un message à son père pour lui dire où elle se trouve et glisse le téléphone dans la chaussure de son ami. Elle fourre ensuite la chaussure dans le cadavre et fait rouler Hunter par-dessus le bord, l'envoyant en chute libre pour s'écraser au sol. C'est le meilleur moyen de s'assurer qu'elle obtiendra de l'aide, et si ce plan ne fonctionne pas, la fille est aussi bien condamnée à mort. Plus tard dans la nuit, le père de Becky est sur la route cherchant frénétiquement sa fille. Il se dirige vers la tour radio aussi vite que possible. Il a reçu son message mais arrive sur les lieux pour trouver les services d'urgence en train de récupérer un cadavre. L'homme commence à fondre en larmes pensant qu'il est arrivé trop tard. Mais c'est alors qu'une voix l'appelle et le père voit que sa fille est toujours en vie. Ils sont soulagés de se revoir. Et c'est un moment réconfortant. Mais ils ont tous les deux appris une leçon importante. Les humains devraient toujours rester au sol. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous battu Fall ? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.